Merci Inde. En fait, cette table ronde, pour prendre la suite de Inde, parle d'un constat, qui est un constat un peu malheureux, il faut bien le dire, qui est qu'après tant d'années d'existence du programme, en fait, on a eu très peu de candidatures dans le champ qu'on appelle les innovations sociales et encore moins de lauréats. Je crois qu'on n'en a eu pas du tout même. On a eu des lauréats en innovation en technologie pour la santé, en biomédical et pas en innovation sociale. Et donc on s'est dit qu'il était temps de mettre ça sur la table et d'en discuter ensemble, puisqu'évidemment l'innovation en cancérologie, on en a largement discuté ce matin, passe aussi par l'innovation sociale. Pour ce faire, on a une table ronde qui va être animée par Christelle Galvez, qui peut venir me rejoindre, directrice des soins du Centre Léon Bérard et déléguée de l'Institut Santé, et donc qui va animer cette table ronde qui va durer à peu près 1 heure. Et j'appelle également, alors sans ordre particulier, Gérald de Conté, directeur d'ICareLab, Anne Miermont, secrétaire générale du Centre Léon Bérard, Sylvie Boichot, cofondatrice et dirigeante de la société MovingMed, et Anne Guyon, responsable de programme chez Pulsalis, qui est une SAT, société d'accélération et de transfert des technologies. Et Christelle, je te cède la parole. Parfait, merci. Installez-vous. C'est bon, j'y vais y arriver. C'est une première pour moi, j'anime pas souvent les tables rondes, donc je serai gentille. J'ai un plaisir de vous présenter toutes les personnes autour de la table. Alors je vais prendre le temps de vous présenter Anne Miermont, ici présente, j'ai la chance de travailler avec elle. Elle est secrétaire générale au Centre Léon Bérard. Elle accompagne l'ensemble des projets que l'on veut aussi transmettre aux différentes autorités. J'ai le plaisir de travailler avec elle aussi autour des relations internationales, et on va pouvoir échanger autour de cette innovation sociale. Juste après, c'est Gérald. Alors Gérald Conté, tu es directeur du cluster régional dédié à l'innovation dans le secteur de la santé, ICareLab. Et tu fais quelque chose de très spécial qui est important pour nous, en tout cas les acteurs de la santé, mais pas que. Tous les ans, tu organises l'hackathon en santé avec Hacking Health, qui fait le lien aussi avec le Québec et nos amis du Québec. Anne Guyon, qui vous êtes responsable du programme santé Pulsalis. Et c'est un incubateur qui accompagne les projets innovants dans tous les secteurs, et la santé aujourd'hui très bien représentée. Mais je te laisserai en dire plus au fur et à mesure. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir Sylvie Boichot, qui est directrice docteur en sciences spécialisées, et surtout en innovation en santé. Tu es cofondatrice de MovingMed, et tu es partie de ta première expérimentation qui est Montpellier l'Institut du sein, et tu diffuses un modèle organisationnel visant à mieux coordonner les acteurs en intervention pluridisciplinaire tout autour du parcours des patients avec tous les acteurs de santé. Et je crois que vous fêtez les 10 ans, vous avez fêté l'année dernière les 10 ans. Alors, je me suis permise de mettre des cartes sur la table pour que vous puissiez choisir, parce que j'ai fait le premier atelier et je me suis dit que pour finir, avant de commencer à pouvoir parler quels sont les enjeux, il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est les innovations sociales. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, peut-être que, en tout cas, moi je crois qu'on avait besoin de définir ça. Alors, vous pouvez utiliser votre expérience, mais aussi vous pouvez utiliser une des cartes si c'est important pour pouvoir aussi représenter ce que c'est pour vous, ce que ça pourrait représenter. L'innovation sociale, ça donne aussi... il y a une carte en dessous, forcément tu demandes s'il y a une carte en dessous, il n'y en a pas assez sur la table. Je vais vous donner le micro. Honneur aux dames. L'innovation sociale en santé. Qu'est-ce que c'est pour vous dans l'expérience que vous avez? Ah, attends, il faut... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, pour nous, Pulsalis, c'est pour nous l'innovation qui transforme la société, mais aussi les individus, l'organisation de la société. Et qui dit innovation, ça veut dire que elle a trouvé son marché. Voilà. Sinon, ce n'est pas encore une innovation pour nous, c'est une invention. Voilà.
Donc c'est à moi, j'imagine. Écoute, Alors moi, ça reste encore difficile pour moi de définir l'innovation sociale, d'autant plus que je viens de l'innovation technologique et que j'ai mis les pieds dans l'innovation sociale sans savoir ce que c'était vraiment. Parce que justement, tout ne reposait pas sur un produit, mais sur une organisation, parce qu'on avait envie de transformer la vie des patients, parce qu'on avait envie d'améliorer les choses, de moderniser notre système de santé, sans utiliser des outils, mais bien un engagement collectif à travailler différemment. Alors, ce serait ma définition de l'innovation sociale aujourd'hui. Ah oui. Est-ce qu'on doit prendre une carte ou pas alors? D'accord. Comme on fait des hackathons, je vais essayer de prendre une carte, je vais essayer de me prêter au jeu. Alors, j'ai pris le labyrinthe parce que l'innovation sociale, ça peut devenir un labyrinthe assez compliqué à résoudre, en particulier quand on vient des sciences dures, des technologies, etc. Mais malgré tout, pour moi, c'est indispensable et c'est surtout, peut-être, ma définition, ce serait la capacité à mieux travailler avec les gens qui sont concernés et travailler surtout tôt avec ces gens-là parce que c'est eux qui, d'une certaine façon, ont des besoins, ont une capacité aussi de s'engager dans ce qu'on pourrait appeler le processus de conception de l'innovation, parce que qui dit innovation dit solution, et qui dit solution dit aussi impact sur les gens. Donc ça serait ma définition, mais on va en discuter, je pense, pendant un peu de temps. De mon côté, donc je trouve que ce que Sylvie disait tout à l'heure est très intéressant. Donc je dirais que finalement la distinction d'innovation technologique et innovation sociale, elle peut paraître un petit peu artificielle, hein, parce qu'au fond, finalement, les innovations technologiques, elles ont toujours pour but, au final, de transformer la société et d'être au service du patient en santé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je crois que quand il y a innovation sociale, il peut y avoir un produit, mais il n'y a pas que le produit, il y a toujours un accompagnement, et c'est ça qui va faire la différence. Notamment nous, pour nos projets d'innovation en santé à l'hôpital, on n'est souvent pas forcément centré sur le produit, mais on va avoir au contraire un besoin d'accompagnement sur le parcours qui va être à la limite encore plus intéressant que le produit lui-même. Beaucoup. Est-ce que je peux vous poser la question en regard de votre expérience, est-ce que vous pourriez nous parler d'une expérience en innovation sociale qui a été mémorable pour vous, qu'elle soit réussie ou pas? Parce qu'elles sont souvent des sources de leçons que l'on apprend. C'est qui aimerait prendre la parole en premier? On peut faire le même sens si vous voulez. C'est vers le haut. Alors, moi, je voulais vous parler de 2 exemples avec 2 trajectoires un peu différentes. Donc, on a travaillé avec donc la start-up Entends-moi, qui au départ est passée, donc a commencé son parcours via le hackathon et donc avec vraiment une vision des utilisateurs et des besoins médicaux. Ce sujet porte sur la démocratie en santé, la prise en compte de la parole des patients. Et donc, il y a eu un gros travail fait avec aussi également des établissements de santé. Et en fait, le projet, dans sa trajectoire, était très orienté usage au début. Et au cours de son parcours, il a intégré encore plus de développement technologique. Donc voilà, ça c'était un exemple de parcours. Il est également aussi en train de rechercher son business model, son modèle d'affaires, son modèle de revenus, puisqu'on parlait aussi de trouver son marché et une viabilité économique du projet. Pour nous, c'est fondamental. Et un autre exemple que je voulais donner, c'était un parcours dans l'autre sens, où c'est vraiment un sujet très technologique au départ. Je pense à IlShape, qui a été d'ailleurs récompensé par le Clara, où on est sur des sujets de bio-impression au départ. Et donc, le sujet était de fabriquer une prothèse mammaire bio-résorbable. Et on comprend qu'à partir de cette technologie, ce projet pourra avoir un impact. Nous, on va considérer que c'est aussi une innovation sociale, puisque le levier est énorme pour les patientes, pour l'impact sur la représentation de soi, l'estime de soi. Et ça ouvre, de notre point de vue, d'énormes perspectives. Je vais passer la parole à Sylvie. Oui, j'enchaîne. Peut-être vous raconter précisément ce qui a fait que j'ai appris à connaître l'innovation sociale. En 2008, j'étais conseillère technologique pour la région Languedoc-Roussillon. Et par hasard, je rencontre une chirurgienne scénologue
probablement visionnaire, parce que je vous rappelle qu'en 2008, on parlait ni de parcours de soins, ni de coordination des soins, ni de collaboration ville-hôpital, un peu dans les plans cancer, mais ça restait très confus. Et lorsque je la rencontre, elle me dit « Moi, j'ai besoin d'aide parce que j'en peux plus. J'en peux plus d'entendre mes patientes me dire qu'elles vivent un parcours du combattant. Je sais soigner, je sais enlever la tumeur, mais je ne sais pas les accompagner et je voudrais qu'on travaille différemment en collaboration avec la ville parce que finalement, moi, je les vois le temps de mon hospitalisation et puis elles sortent et puis qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas et je ne maîtrise pas ce qui va être de l'ordre de certaines difficultés pour elles. » Et là, il n'y a pas de produit. Donc, je suis très embêtée au sein de l'agence parce que moi, j'accompagne s'il y a un produit. Et je ne sais pas pourquoi, on a une dérogation à ce moment-là et on s'embarque avec elle dans ce projet en lui disant, bon, on a deux options. La première, c'est d'aller voir notre ARS et de se dire, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en santé et quel est le cadre dans lequel on doit travailler pour ce sujet-là? La deuxième, c'est de partir d'une feuille blanche, de convoquer des patientes, leurs proches, les aidants, et de se dire, bon, alors c'est quoi les vraies difficultés dans la vie et comment on fait pour nous, ensemble, collectivement, essayer d'y répondre? Et c'est cette option qu'on a prise. On a travaillé pendant 4 ans sur le sujet, donc on a quand même été très persévérants, je crois, tous ensemble avec l'ensemble des spécialistes qui interviennent dans le parcours de soins, pour se dire que finalement, ce qu'on avait besoin de créer, c'était une unité, de fédérer les acteurs, de se retrouver au sein de valeurs communes, et de se dire que si on partageait ça, on était aussi capable de partager le soin et de partager ces transferts entre la ville, l'hôpital et de prendre en soin au plus près du domicile. Alors sur le cancer du sein, c'est évidemment un enjeu puisqu'aujourd'hui on est sur des traitements qui sont très ambulatoires et des thérapies orales. Donc on a des patientes qui sont seules à domicile et qui n'ont pas autour d'elles une sphère d'accompagnement. Ce qu'on a voulu recréer, c'est comment on passe de l'hôpital à finalement une chaîne d'expertise au plus près du domicile de la patiente. Et là, on entre pleinement dans l'innovation sociale. Merci beaucoup pour cette expérimentation. À toi, Gérald. Alors, des exemples, on en a pas mal à travers le processus hackathon que Anne a mentionné. En 2 mots, en fait, nous, ce qui nous intéresse dans les hackathons, c'est aller chercher des problématiques de terrain. Donc là, les 2 exemples précédents le montrent, donnent un petit aperçu de ce qu'on peut entendre par problématique de terrain. L'expérience de la société Entends-moi est une belle démonstration puisque c'est une thématique qu'on avait lancée, je vois d'ailleurs Raymond qui opine du chef, il y a 3 ans sur notre hackathon. En fait, on voulait parler de l'expérience patient et de la capacité peut-être des acteurs de se saisir de ce sujet. Et au bout d'un certain nombre de cycles de maturation, de réflexion, d'ateliers, est apparu ce projet qui aujourd'hui rencontre un certain succès auprès d'interlocuteurs du champ de la santé, d'établissements, etc. Peut-être un exemple un peu plus plus facile à appréhender, c'est en fait une société qui n'était pas encore une société, qui est venue nous voir au tout début de nos processus hackathon, qui voulait s'intéresser en fait à l'éducation thérapeutique des enfants asthmatiques au domicile. Avec une certaine variabilité puisque la tranche d'âge c'est plus 6-14 ans et en fait ils se sont vraiment posé la question avec les personnes concernées, avec les parents, l'entourage, etc., de la meilleure solution pour pouvoir transmettre un certain nombre d'informations sur le dispositif, sur la solution. Donc il y a une société au final qui est née assez rapidement au final, qui s'appelle Ludocare, qui a aujourd'hui levé plusieurs millions d'euros et qui en fait propose un mini robot en fait qui est disponible pour les patients, qui est disponible à domicile bien sûr et qui est en train de faire sa phase d'évaluation clinique. Donc c'est pas incompatible, je dirais, réfléchir innovation sociale et après technologie, surtout dans des champs qui concernent le patient, qui concernent aussi les soignants. Voilà, petit exemple d'initiative. À toi, Anne. Merci. Moi, je vais parler surtout des outils que moi je connais le mieux, sur lesquels on a été sollicité par des sociétés, c'est-à-dire les outils de parcours, donc de coordination de parcours. Évidemment, on a aussi beaucoup d'autres partenariats avec des sociétés sur des outils qui vont avoir un impact fort dans la vie des patients, notamment en pédiatrie, mais bon, je les connais un petit peu moins, donc j'en parlerai moins. Pour ce qui est des outils de parcours, je dirais que moi, ce que j'identifie comme difficulté pour
pour ces projets-là, c'est qu'il y a une floraison aujourd'hui de ces outils qui permettent de suivre le patient depuis son entrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie en ville et jusqu'à même l'après-cancer, puisque dans notre cas, il s'agit de patients qui vont avoir à vivre avec des séquelles ou avec un suivi pendant plusieurs années. Évidemment, ce qui est difficile, c'est qu'on a une floraison d'outils qui se ressemblent tous un petit peu et on sent que le marché il mûrit, mais il n'est pas encore arrivé à totale maturation. Et finalement, on a l'impression qu'il y a autant d'outils que d'établissements, quoi. Donc ça, je pense que c'est une difficulté aussi pour les décideurs de se dire comment on fait pour accompagner tous ces outils qui vont être développés un petit peu à façon, parce que c'est ça aussi l'enjeu dans les établissements, c'est qu'on a des parcours qui sont très différents pour des raisons d'organisation interne aux établissements, donc ils vont avoir des besoins différents, alors même qu'on parle de parcours de cancer du sein, où on a l'impression que ça pourrait se dupliquer d'un établissement à l'autre facilement, et c'est pas forcément le cas. Voilà, donc je pense que c'est des outils extrêmement utiles qui vont se développer. Peut-être qu'il va y avoir aussi des tris qui vont se faire dans les années qui viennent, mais je pense que c'est important d'être attentif à ce qui se passe et de voir comment on fait évoluer ces outils pour qu'ils soient efficients et duplicables malgré tout sur l'échelle nationale. Merci Anne. Si je devais vous poser la question, donc dans tous vos projets, les leçons que vous en avez tirées et de ce fait le conseil, ou les conseils que vous donneriez à un porteur de projet ou une équipe projet, ce serait quoi le facteur de réussite? Quels seraient les ingrédients qui sont nécessaires? Vas-y, on va reprendre le même sens. Donc pour Pulsalis, effectivement, on va dire que nous, on va investir sur le développement des projets, on n'est pas uniquement incubateur. Ce qui nous semble important, c'est dans l'accompagnement, déjà dans la conception du produit. Je fais écho avec ce que Anne disait tout à l'heure. On va donc intégrer d'abord vraiment un travail de conception en relation avec les usagers tout de suite, finalement assez tôt. Et ce qu'on donnera comme conseil aux porteurs, c'est-à-dire quand par exemple il y aura une start-up à la suite de ça qui va être potentiellement l'éditeur du produit numérique, c'est de continuer de poursuivre ce dialogue avec à la fois les utilisateurs, mais aussi les établissements de santé qui sont derrière ces potentiellement utilisateurs de ces produits-là. Ça ne fait que commencer. Il y a une notion aussi d'expérimentation, de lieu d'expérimentation. Parce que voilà, le foisonnement est important, la concurrence est rude, et dans le parcours, c'est ce qui nous paraît aussi être un des ingrédients du succès. Donc il y a une démarche aussi, il y a le France 2030 qui accompagne la création de ces tiers-lieux d'expérimentation, et donc on se dit que c'est aussi notre rôle de ramener ces projets vers ces tiers-lieux en fait. Communiquer tout de suite avec pour qui on va faire le projet, les acteurs pour qui on le fait. Oui. Ce que tu veux dire, ce que j'entends dans la deuxième projet, la proposition d'après, c'est être en interaction tout de suite sur un lieu d'expérimentation. Oui. C'est ça, passer tout de suite sur l'expérimentation. Oui. Et en plus, avoir des fines, quand tu parlais de... Oui. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en France, il y a eu un appel à projet pour créer des tiers-lieux qui sont financés par le dispositif France 2030. Et donc, c'est une opportunité pour ces projets-là de pouvoir venir à la rencontre des médecins, des patients, des aidants. Enfin, voilà, il y a un triptyque pour moi, patients, soignants, aidants, en liaison avec des établissements de santé. Et pour nous, c'est effectivement un facteur clé de succès. Et on voit de manière très positive qu'il y a des ressources supplémentaires qui ont été déclinées pour pouvoir justement pouvoir permettre ces expérimentations-là. On pense que c'est un facteur clé de succès. Et c'est des moyens en plus. Voilà. C'est pas grave, c'est mon associé. C'est ton associé, Sophie. J'ai compris que vous étiez deux. Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, aucun projet, plutôt un impératif qui est, comme l'a très bien dit Anne, de pouvoir vraiment travailler avec les acteurs de terrain. Et juste dire que quand on crée une société, au premier jour de la création de la société,
le compteur tourne et il faut faire rentrer de l'argent. Et soit on fait rentrer de l'argent et donc on peut recruter des gens et faire en sorte que nos projets se développent, soit on a besoin d'investisseurs pour pouvoir temporiser sur cette période-là et du coup se donner les moyens d'atteindre nos ambitions. Quand on fait de l'innovation sociale, je ne sais pas bien dire comment on intéresse un investisseur. Et dans notre cas, en tout cas, pour la création de la société Moviemed, qui a 7 ans maintenant, il nous a fallu aller chercher des investisseurs très tôt. Et ce n'est pas par l'innovation sociale, mais par le produit qu'on les a intéressés, par ce produit e-santé, avec un projet dont je suis absolument convaincue aujourd'hui qu'il n'a aucune différenciation avec l'ensemble des projets e-santé régionaux. On est tous sur de la coordination, du télésuivi, de la télésurveillance. Or, je suis aussi convaincue que ces outils ne servent à rien en tant que tels, qu'ils ne sont qu'un moyen dans le cadre d'une organisation efficace et efficiente. Et de fait, par l'outil, j'ai réussi à aller apporter du financement pour la société et du coup apporter ce modèle d'accompagnement que l'on défendait, auquel on croyait et qui nous faisait nous lever le matin. Et c'est ça qui nous a donné la force, la capacité à nous développer, à être 25 aujourd'hui et à adresser différentes pathologies chroniques. Et je crois que, et d'ailleurs, tu évoquais la même chose en disant robot, éducation thérapeutique égale robot. Et je me dis, oui, effectivement, il y a des investisseurs, mais il y a des investisseurs sur un produit. Et on reste quand même très ancré dans le milieu de l'investissement sur la notion de produit, de rentabilité et de millions d'euros qui seront générés derrière. Et je pense que c'est un... Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que le conseil, c'est de trouver un produit pour pouvoir... mais en tout cas, ça a fait partie des difficultés pour nous de se dire, nous, ce qu'on veut défendre, c'est pas tant le produit, c'est l'innovation sociale, mais on a dû prendre ce chemin-là pour trouver les bonnes façons d'être accompagnés. À l'époque, juste si on peut revenir 2 secondes, tu parlais de, quand on a préparé cette table ronde, tu parlais de financement hybride, ou en tout cas de business model hybride. Ouais. En fait, quand on a créé la société, on avait du coup ces 2 pans d'activité, à la fois un produit qu'on ne souhaite pas délivrer sans une organisation établie et à la fois une capacité, une expertise, je crois. Et quand je dis expertise, c'est pas prétentieux parce que je crois que c'est cette fameuse première expérimentation sur le Montpellier Institut du Sein qui nous a permis de voir tous les écueils liés à l'optimisation des parcours, tout ce qu'on croit bien faire pour les patients et qui en fait sont des erreurs parce qu'on les mobilise trop, parce qu'on les attend trop à un moment et c'est pas le bon moment. Et c'est tous ces points-là. Et parce qu'on l'avait vécu sur le terrain et parce que pendant 5 ans, j'ai été au contact permanent des patientes qui passaient en phase de soins et sur lesquelles on avait des retours pertinents où on se disait là on s'est trompé, là on a mal agi, là on a cru orienter pour une bonne façon mais c'est inutile. On parlait tout à l'heure des transports, des déplacements, il y a tout un tas de choses qu'on vit sur le terrain qu'on ne peut pas vivre autrement et que j'ai vécu sans pression parce que je n'étais pas présidente d'une société, j'étais conseillère pour le projet et ensuite dirigeante de ce projet. Et toutes ces étapes-là nous ont donné envie d'aller transférer cette compétence à d'autres acteurs qui en avaient le besoin. Dans les 2 premières années de la création de l'entreprise, nous n'avons fait aucune démarche de prospection. On n'était que sur du contact entrant de personnes qui nous appelaient, qui nous disaient « mais c'est super le Montpellier Institut du Sein, mais nous on est à Quimper, on voudrait le faire aussi, mais on est sur un autre territoire, vous pourriez le faire avec nous ». Et c'est ça qu'on voulait apporter, c'est de leur dire « nous on a mis 4 ans, on vous propose de le faire en 3 mois, parce qu'aujourd'hui on a le recul suffisant pour le faire ». Donc le transfert, expliquer et transférer la connaissance. Exactement, et la diffuser le plus largement possible. Et la diffuser vous permet aussi de faire le retour un peu sur votre histoire. Exactement. Et donc ce modèle hybride, c'est à la fois de la prestation de conseil, comme une agence de conseil le ferait, mais ciblée sur un seul point qui est l'optimisation du parcours de soins, et l'abonnement à la plateforme, mais qui vient bien plus tard, parce que finalement, le travail est fait quand on a organisé les choses. Alors, question centrale. Les conseils, parce qu'on vous a raconté que des belles histoires depuis le début, des gens qui vont sur le terrain, qui imaginent des solutions. Moi, je dirais que le principal conseil au regard d'une part de nos investissements dans 6 années de hackathon et aussi au contact de sociétés qui fabriquent des solutions pour la santé. Alors, on est plus du côté du numérique et du dispositif médical, un petit peu moins du médicament. Moi, je trouve qu'il y a une vraie carence d'investissement en ingénierie pour comprendre les gens, pour comprendre les situations. Vous trouvez de l'argent pour développer des molécules, pour développer des technologies, pour développer la dernière application à la mode pour relier un tel à un tel. Vous trouvez
très très peu d'argent, ou en tout cas il y a une très très faible, comment on pourrait dire, adhésion à ce que je pourrais appeler moi l'ingénierie des comportements, des situations, etc. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il va falloir faire du design thinking, de l'orientation, d'aller voir des panels, etc. Ça suffit pas. En fait, la capacité peut-être qu'il faudrait développer pour ce champ de la santé, c'est vraiment cette ingénierie de la connaissance des gens, hein, enfin des gens et pour qui c'est destiné. Et ça, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Il y a une grosse variabilité. Connaître les organisations de santé, c'est un petit peu compliqué. Surtout en France. Et donc la capacité d'installer après une solution, puisque on parle d'innovation ce matin, dans le champ de la santé et le social et la santé, quelquefois c'est un peu synonyme, hein. L'idée c'est quand même d'investir significativement et que les gens qui sont dans une posture d'innovation, que ce soit des industriels, des grands industriels ou des plus petits, voire des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, qui à mon avis ont plus d'armes pour appréhender un certain nombre de problématiques dans le champ de la santé, c'est vraiment de significativement investir dans cette ingénierie de la connaissance des comportements, des situations de vie des gens, parce que pour témoigner, puisqu'on est dans plusieurs projets industriels, d'avoir des patients experts, c'est très bien, d'avoir des médecins référents, c'est très bien, mais allez voir aussi des gens qui ne sont pas experts du tout, qui vivent leur pathologie comme tout le monde, qui ne sont peut-être pas dans une association ou qui, au final, vont peut-être appréhender la proposition que vous avez assez différemment que ce que pourrait l'être quelqu'un qui est vraiment, comme je dis, embarqué dans les projets. Donc voilà, c'est peut-être le conseil prioritaire pour essayer d'innover dans ce monde de la santé avec cette dimension sociale. Gérald, Anne. Oui, je rejoins Gérald. Je crois que ce que tu as dit, c'est très important. C'est toute cette réflexion sur la conception à base effectivement d'ingénierie, je ne sais pas comment il faut dire, sur la réflexion ergonomique aussi de l'outil, etc. C'est très très important. Il y a des choses, il y a des outils plus ou moins faciles à concevoir. Je pense que l'outil parcours, il n'est pas simple parce que par définition, il a énormément d'étapes. On voit des startups, par exemple, qui se mettent au service de la santé des établissements, qui ont des champs qui sont beaucoup plus réduits. Par exemple, je pense à tout ce qui est outils de deuxième avis, par exemple. Donc ça, c'est, on va dire, plus simple. On est sur un acte qui est ponctuel, il faut mettre à disposition une plateforme avec des interfaces qui soient pratiques pour les utilisateurs, etc. Et on voit que celles qui fonctionnent, c'est justement celles qui ont bien pensé ces interfaces. Bon, mais là, c'était relativement plus facile parce qu'on est sur un acte ponctuel. Donc, je pense que, en effet, c'est extrêmement important de passer ce temps-là et de ne pas proposer un outil standardisé qui va être quand même un peu dans la mouvance, on va dire, qui ne va pas se distinguer du tout des autres, quoi. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Peut-être ce que je pouvais ajouter par rapport à ce qu'a dit Anne, moi ça me fait penser à 2 points. C'est la proposition de valeur, c'est-à-dire quel est vraiment le service rendu. Ça nous paraît très important pour qu'effectivement que l'innovation trouve son chemin. Et puis également de faire en sorte que comment je peux exprimer ça, que par rapport à ce foisonnement, j'irais pouvoir être un peu compétitif. Voilà, ça va être important pour la suite. Voilà. D'ailleurs, garde le micro, Anne. J'ai lu hier, quand je préparais, un article où tu dis le business model n'est pas toujours aidant et facile à définir. Et tu disais, donc, je reprends, tu as ouvert le sujet sur le retour sur investissement. Oui. C'est comment valoriser, puisque c'est l'enjeu de cette table ronde aussi, c'est comment valoriser ces innovations sociales. Comment mettre en valeur justement ces innovations ?
Alors, Question voilà, compliquée. c'est une question là, voilà, Ah oui. voilà, c'est difficile. Moi, j'imagine. je pense que nous, Pulsalis, on n'a pas la prétention d'avoir vraiment. On a des éléments de compréhension, on va dire. On parlait tout à l'heure de business model hybride. Donc, dans les cas qu'on a pu voir, effectivement, c'est déjà, il y a une notion de, lorsqu'il y a un nouvel acteur qui émerge, il y a une notion de trajectoire. C'est-à-dire qu'au départ, la start-up va trouver un marché, un cas d'usage qui lui permette de générer des premiers revenus. Comme certaines autres start-up, elle peut être amenée à pivoter. Elle va aussi s'adresser à différentes catégories de clients potentiels. Il y a un enjeu aussi de construire des partenariats avec des prescripteurs qui vont amener des communautés qui vont potentiellement rémunérer l'activité de la start-up. Et donc, on se dira qu'au fur et à mesure de cette trajectoire, effectivement, il y aura différentes sources de revenus avec des acteurs relativement différents qui vont pouvoir faire en sorte que l'activité se développe et se pérennise, en fait. De associer la recherche tout le temps dans ce... Alors, il y a on va dire que il y a un enjeu, c'est que déjà la start-up doit elle-même poursuivre son développement et intégrer elle-même, dans certains cas, nous c'est ce qu'on favorise, parce qu'on est quand même sur de la deep tech malgré tout, donc qu'elle construise dans sa trajectoire son activité de R&D avec ses moyens propres et avec une fonction R&D bien intégrée dans cette entreprise. Mais il y a également le fait que dans ses partenariats par ailleurs, elle doit continuer à avoir sans doute des collaborations avec des activités de recherche qui peuvent par ailleurs capter des financements et pouvoir poursuivre par la suite des développements. Et ces développements de la recherche, par la suite, pourront peut-être être bénéfiques à la start-up qui va exploiter ses futurs résultats de recherche. Voilà. Donc il peut y avoir des allers-retours possibles dans la trajectoire de la start-up qui va rester proche de l'activité académique aussi potentiellement. Si on peut parler, par exemple, on a parlé de la veille de la mort, là, le moment où on doit sortir de l'expérimentation et aller à la routine. Ce serait quoi le moment, comment sécuriser ce moment qui semble si, on l'appelle vraiment la veille de la mort, ça fait flipper. Donc, quel serait... Alors, je pense que j'ai un regard biaisé sur la réponse que je vais apporter à cette question parce que j'ai été conseillère technologique pendant longtemps, pendant 10 ans, et que j'ai vu énormément de startups être perfusées par des subventions sans jamais trouver leur modèle économique et sans jamais trouver leur marché. De fait, on a eu la chance, mais d'ailleurs, c'était pas intentionnel. La création d'entreprise n'était pas du tout un enjeu quand on a accompagné le premier projet d'Institut du Sein. Et je pense que ça nous a beaucoup protégés parce qu'on était très libérés dans notre façon d'agir, d'accompagner. Il n'y avait pas du tout de carcan. Parce qu'on était, et mon associé et moi, conseillères technologiques et qu'on a été mise à disposition de ce projet par l'Agence régionale d'innovation, comme pourraient le faire aujourd'hui les SAT, les différentes structures de... Le conseil que Gérald donne, en fait. Exactement. Et de fait, moi, j'ai pas vécu cette période où... l'entreprise ne l'a pas vécu, cette période où on était dans la recherche d'un modèle économique et de recherche de partenariats actifs pour prouver ce que l'on faisait avant d'eux, puisque finalement, on avait cette preuve d'expérimentation qui avait duré 5 ans avant qu'on décide de la dupliquer via l'entreprise. En revanche, je voudrais revenir sur la notion de recherche parce que pour le coup, je suis docteur en sciences, je suis fondamentalement chercheur et j'adore ça. Et j'ai décidé il y a longtemps de plus en faire pour faire autre chose, mais j'ai toujours eu en tête que Movinmed aurait à un moment la capacité à redonner, oui, c'est un peu ça, c'est un peu un retour sur maintenant, est-ce qu'on peut faire de la recherche ? On n'a pas commencé par là et je crois que si on avait commencé par là, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Parce que justement, je ne voulais pas que l'entreprise soit perfusée aux subventions et donc on est allé chercher du business, clairement. On est allé voir si ce qu'on proposait avait suffisamment de valeur pour que ce soit acheté et que ça transforme et le parcours des patients et le parcours des professionnels de santé. Et aujourd'hui, au bout de 7 ans de vie de l'entreprise, on a seulement là, il y a quelques mois, créé enfin notre cellule R&D qui est pleinement une charge pour l'entreprise. Je me pose en entrepreneur là pour le coup, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui étaient dans de la production de missions à qui on a dit maintenant vous n'êtes plus liés à des devis, vous allez travailler sur des preuves d'expérimentation et des programmes de recherche.
Et pour moi, je me félicite qu'on en soit là aujourd'hui parce que je me dis, ça y est, on peut redonner à la collectivité nos savoir-faire et travailler ensemble. Mais je pense que ce timing de est-ce que je commence par la recherche et que je m'embarque pendant 3-4 ans dans des programmes CIFRE et autres avant de me dire, mais finalement, j'ai un business à faire, ou est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse et se dire à un moment... Bon, cette année, on a les reins suffisamment solides pour se dire on engage de la recherche. Nous, c'est la position qu'on a choisie et c'est pas forcément classique, mais je répète, ça doit être biaisé par le fait que j'ai vu trop d'entreprises s'éteindre au bout de 5 ans, 7 ans, parce qu'elles n'avaient jamais trouvé leur modèle économique, en fait. Merci de ton retour d'expérience. Gérald, tu aurais un conseil, ou en tout cas le retour sur investissement. Comment juste pour prolonger, 2-3 petits points pour prolonger, c'est vrai que ce qu'on constate aussi pour essayer de trouver un modèle gagnant de valorisation, c'est en particulier dans ces impacts sociaux de solutions, c'est sans doute de construire sa société en marchant, c'est-à-dire qu'au final, il y a plusieurs contraintes qui font que quelquefois on a des temps qui sont très longs de développement de solutions. Moi, je suis quand même, j'essaye de défendre, même si c'est compliqué pour certaines typologies de solutions, de produits, d'avoir des boucles courtes pour que assez vite, au final, celui qui développe ou celui qui va développer sa société soit confronté aux vraies réalités du terrain et pas d'un étroit panel comme je le citais tout à l'heure. Il faut essayer à tous les stades de développement de se confronter vraiment à la réalité et toutes les contraintes de l'usager, de l'organisation pour pouvoir réajuster en temps réel et sans doute lancer son R&D a posteriori, à différence quelquefois de certaines solutions. Le deuxième point, c'est le fait que quand on parle de la valorisation, c'est comment on mesure l'impact. Et aujourd'hui, quand on interroge des gens qui évaluent des choses, la recherche clinique ou la recherche ou l'évaluation médico-économique, on sait de quoi on parle, mais par contre, il y a une zone grise au milieu là où on va essayer de comprendre comment les gens utilisent les outils, comment ils vont être observants, etc. Et là, je sais qu'il y a des travaux qui sont faits dans des laboratoires, etc. Mais je trouve que tous ces outils, toutes ces méthodes ont du mal à perfuser au niveau des entreprises ou au niveau des gens qui développent des solutions. Et c'est pas facile parce qu'il y a une certaine, comme je disais tout à l'heure, une certaine variabilité entre les individus et on parle de sciences molles, entre guillemets, mais qui ont toute leur place dans ce champ-là. Et puis je dirais qu'il y a peut-être un autre sujet quelques prises de notes qui m'ont percuté aussi par rapport à une visite récente au Canada. On parle beaucoup d'innovation technologique, on parle beaucoup d'innovation sociale, enfin de plus en plus, un peu moins d'ailleurs, mais on pourrait aussi parler d'autres innovations. J'ai été assez surpris comme vous quand on était au Québec, ils nous ont parlé d'innovation réglementaire. Et c'est vrai que au final, qui dit innovation sociale, c'est sortir du cadre. Sortir du cadre, ça veut dire qu'à un moment donné, le cadre juridique ou le cadre organisationnel qui est posé va devoir être challengé et bien peut-être préparer l'atterrissage d'une innovation sociale, c'est aussi aller travailler l'innovation avec des gens qui sont peut-être un peu éloignés du sujet, même s'il y a des juristes qui sont très, très innovants. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir quelles sont les parties prenantes et comment on va les embarquer dans le dispositif. Et peut-être que pour bien faire passer une innovation sociale, il faudrait peut-être commencer par faire de l'innovation réglementaire avec les gens qui sont en capacité de réguler ou en tout cas de décider des organisations de telle ou telle prise en charge ou de tel ou tel dispositif. Voilà. Ça peut paraître énorme.
C'est énorme, mais à mon avis, c'est nécessaire si on veut, à un moment donné, que on ne soit pas face à des projets mornés, des sociétés mornées qui, au final, ne trouvent pas de modèle économique, et qui dit qu'une société qui ne trouve pas de modèle économique, c'est une société qui disparaît. Alors, c'est vrai que c'est un peu anachronique par rapport à la Startup Nation, mais regardez combien de sociétés meurent par rapport au nombre de sociétés qui réussissent à trouver leur modèle économique. On est sur un rapport de 1 à 10, donc voilà. Il faut peut-être se poser des questions. Oui, tu as raison. Et, avec Anne, on porte le projet d'article 51, c'est intéressant. Je pensais à ça en les entendant. Qu'est-ce que parce que typiquement, je te laisse prendre la parole. Oui, absolument. Quand on parle d'innovation réglementaire, finalement, c'est ce que vient de dire Gérald. C'est finalement ce dispositif, article 51, donc pour résumer, un dispositif mis en place par le ministère de la Santé dans le cadre d'une loi de finances, article 51, qui consiste à introduire l'innovation finalement dans le cadre budgétaire de la santé, et qui a démarré donc en 2019, surtout 2020 pour les premières expérimentations, avec une durée maximale de 5 ans. Donc là, je crois que ce dispositif, on peut le dire, a suscité énormément d'espoir, parce que pour le coup, c'est le cadre réglementaire qui bougeait. Alors, dans le cadre expérimental, donc avec quand même beaucoup de points d'interrogation sur qu'est-ce qui allait ressortir au bout de quelques années, puis au bout de 5 ans aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on est un peu à mi-parcours, puisque on est en 2023. Donc avec Christelle, on a porté un projet, et d'ailleurs Gérald nous a également beaucoup aidé sur la partie organisation. Un projet d'article 51 portant sur la prise en charge de l'immunothérapie à domicile, donc qui consiste à externaliser une partie du parcours de soins qui est aujourd'hui à l'hôpital et à le faire à domicile grâce à une organisation ville-hôpital. Et évidemment, au bout de 3 ans, on se projette vers la fin de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ou pas? Et puis, on voit comment évolue la doctrine du ministère sur ce sujet, avec le problème de l'évaluation dont on parlait justement à l'instant, qui est que, effectivement, évaluer en sciences humaines et sociales les résultats, c'est toujours difficile. Et finalement, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, quand il y a des résultats, on peut les utiliser dans un sens ou dans un autre, et puis voilà. Donc, et puis, pour le coup, c'est pas un dispositif qui intègre vraiment de la recherche, ce qui peut poser question d'ailleurs. Voilà. Donc, je pense que c'est un dispositif qui continue à vivre, avec des nouvelles expés qui sont proposées, y compris dans des champs nouveaux, comme au-delà du soin, dans le champ de la prévention, où là aussi, on attend que l'État s'investisse sur ce champ-là et finance en fait des dispositifs de prévention innovants. Et là, tout reste à écrire finalement, et peut-être de manière encore plus complexe que pour le soin, puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Une dernière question. Vous avez souvent parlé des personnes qui portent ces projets. Et est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'en fait, pour finir, on est porteur de projets en innovation sociale, et on le devient, ou grâce à... Quels seraient les conseils que vous donneriez aux personnes qui veulent porter des projets en innovation sociale? Et puis après, on passera la parole à ça. Non, mais sentez-vous libre. Anne, je ne te fais pas porter le début. Non, je dirais que ce qu'on va... Alors, le raisonnement, moi, serait un peu plus général. Les entreprises, les startups qui réussissent, un des facteurs clés de succès, c'est l'équipe, c'est l'aspect RH du projet. Alors voilà, nous, notre partie incubateur Deep Tech, on se dit la tech, c'est très bien. Certes, la techno peut être géniale, mais on sait que la startup, il faut que l'équipe soit bonne, très bonne, exceptionnelle. C'est un des gros facteurs d'échec. Donc là, ce que j'en retire également, c'est que ça veut dire que quelque part, ces équipes, elles ont un peu un super pouvoir. Et donc, si elles ont ce super pouvoir, eh bien, elles pourront très bien s'impliquer dans des projets d'innovation sociale. C'est quoi ce super pouvoir? C'est-à-dire la capacité à inclure des parties prenantes, à manager sa propre équipe, développer une vision, faire adhérer,
piloter correctement avec des vrais indicateurs, savoir parler différemment à la fois à des investisseurs, mais à des utilisateurs, par exemple des institutionnels. Je pense que sur des sujets, si on revient sur les sujets de prévention, on voit que les financeurs, l'État, les collectivités ont potentiellement un rôle important à jouer. Et donc, eh bien, cette faculté à pouvoir engager toutes ces parties prenantes, je dirais que voilà, c'est un peu un super pouvoir. Et donc, on le retrouve dans la construction de l'équipe. Et donc, ce facteur humain qui nous semble vraiment très important et un facteur de réussite pour ce type de projet, mais qu'on va trouver par ailleurs. C'est pas la formation d'un homme, mais c'est la formation du collectif. Oui. Merci pour cette leçon. Alors moi, je n'ai pas de preuves scientifiques à l'appui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose de l'ordre de l'empathie, de l'audace, de la curiosité et de l'engagement, parce que on est 25 au sein de l'entreprise aujourd'hui. On a évidemment eu des arrivées, des départs et donc des recrutements successifs. Et les CV qui nous parviennent ne sont jamais des CV anodins. Et je crois pouvoir dire qu'on se reconnaît lors de l'entretien. C'est assez terrible ce que je dis, mais il y a un côté, t'es assez engagé toi aussi, t'es prêt à y aller, alors viens, on y va, parce qu'on va ouvrir des portes, là, tu verras, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Et vraiment, je ressens dans l'entreprise, et c'est pas par choix, c'est aussi ces CV qui nous arrivent de personnes qui ont envie fondamentalement de faire bouger les lignes et qui sont énormément dans l'empathie et dans la compréhension des besoins mais comment ils vivent ça, ces patients. Et alors je voudrais juste te dire, parce que j'ai trouvé ça très marquant, et ce matin et maintenant, on parle énormément des patients bénéficiaires, et évidemment, et c'est je crois pour ça qu'on se lève tous le matin chez Movidmed en tout cas. Moi, depuis 1 an et demi, je constate dans les établissements, quels qu'ils soient, une détresse des professionnels de santé qui est immense. Et je crois que les innovations sociales devraient maintenant s'intéresser fortement à ces professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou pas, et que certes le patient reste bénéficiaire, mais sans ces acteurs-là, on ne pourra pas transformer les parcours de soins des patients. Et quand, moi j'ai assisté à une réunion, j'ai animé une réunion lunaire avec des professionnels de santé qui souhaitaient s'engager dans un projet, mais qui n'avaient plus la capacité à se projeter, parce qu'ils étaient totalement démunis par rapport à l'existant. Et je crois que c'est un des sujets qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir qu'on relève nos manches très fortement, quoi. Merci pour eux. Je suis d'accord. Je peux que être d'accord. Gérald. Alors, le mot que je voulais donner, il est déjà pris, mais c'est normal, c'est l'empathie. Je pense que la capacité, mais c'est plus qu'un mot, c'est-à-dire qu'il faut aller aussi chercher des méthodes, des outils. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui autour du design d'expérience, de la double empathie, etc. 100% l'empathie. Alors, c'est facile peut-être à dire quand on... 100% empathie. Parce qu'on peut être à 50%. Double empathie. En fait, je vais juste dire qu'au final, c'est vrai que quand on est dans peut-être une petite entreprise et qu'on a pu choisir ses collaborateurs et qui sont tous dans le même état d'esprit, c'est peut-être entre guillemets plus simple, mais en fait il y a aussi de multiples entreprises qui proposent des nouvelles solutions, et quand vous êtes dans une multinationale et que vous n'avez peut-être pas vu le patient, enfin, en tout cas vous vous êtes fait une représentation d'un patient type, hein, on parle beaucoup de persona, on parle beaucoup de... Voilà, c'est plus compliqué je dirais, d'être en empathie, et moi je dirais que quand on développe quelque chose, c'est vrai que c'est même peut-être une molécule où on va jamais peut-être voir le patient, on va faire progresser socialement les choses. Donc c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement important d'avoir cette attitude-là vis-à-vis du développement de nouvelles solutions. Comment ? On se forme où à l'empathie ? Il y a je citais un certain nombre de choses qui sont propres au design d'expérience ou des choses comme ça. Ça peut être le début. Il faut savoir à quel niveau on est dans le développement d'une solution ou d'un dispositif aussi, si on est plus acteur du développement ou plus de la mise en œuvre. Mais je pense que ça peut-être réfléchir avec les gens qui forment les professionnels et les patients. Mais je pense que les gens qui forment les patients sont déjà très dans cet état d'esprit. Merci Gérald. Anne, tu veux rajouter quelque chose ? Non, pas grand-chose. Je dirais que
effectivement ce constat que les établissements de santé sont des professionnels qui sont fatigués, etc., c'est clairement la réalité. Et puis, il y a une espèce de fatigue technologique aussi, quelque part. Hein. Il y a toutes ces applications qui sont proposées, toutes ces choses qui sortent, donc c'est très bien. Hein. Mais il y a passé l'euphorie, on va dire, il y a quand même puis il y a eu l'effet Covid. Hein. Il y a un peu l'effet, non, en fait, là, ouais, on a un peu envie de faire une pause, de réfléchir vraiment à ce qu'on veut, et puis après d'y aller, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut donner la parole à chacun d'entre vous? Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir? Est-ce qu'on peut répondre à vos questions? Tout ça, ça va peut-être soulever des questions. Oui, Béatrice? Tu as le micro devant. Merci pour ces échanges extrêmement pertinents et riches par rapport aux sujets qui nous mobilisent, qui sont effectivement souvent dans le domaine de l'innovation sociale ou à la limite ou dans l'interconnexion entre l'innovation technologique et l'innovation sociale. Vous avez effectivement souligné de façon très pertinente les difficultés, les barrières auxquelles on peut se heurter dans l'innovation sociale, puisqu'il n'y a pas de modèle de valorisation économique dans une science, dans une recherche qui est quand même très orientée là-dedans. Anne Mirmont, tu as souligné des outils comme l'article 51, mais qui sont des aspects limités dans le temps. Peut-être, mais peut-être il y a certaines dimensions qui m'ont échappé. Je trouve qu'il y avait autour de la table un acteur qui était absent, c'est les décideurs publics qui, quelque part, on aura beau à nous faire croire qu'on devait engager dans la valorisation de l'innovation sociale le chemin de l'innovation technologique. On n'aura jamais le même modèle économique qui permet de créer des startups qui, comme dans le médicament, à un moment donné, sont repris par les grands multinationales du médicament et qui disent qu'ils ont investi dans la recherche. Ils viennent quand c'est sur un nouveau développement technologique, lorsque c'est lucratif, ils reprennent. Bon, on peut attendre longtemps avant qu'il y ait quelqu'un dans l'innovation sociale qui fait. Donc je trouve qu'il y a quelque part un leurre de nous dire, c'est pas un reproche, c'est collectivement on réfléchit sur cette question-là, que l'innovation sociale doit réfléchir aux instruments de valorisation. On n'aurait jamais le business model à la sortie qui marche de la même manière. Donc il y a un autre acteur qui doit le financer, c'est les décideurs publics. Et il y a probablement une réflexion collective qu'on doit avoir, comment on peut mobiliser le décideur public qui aujourd'hui, et on remercie la région et d'autres acteurs qui sont engagés avec nous, engagés avec le Cancéropole dans le financement de l'innovation sociale, mais c'est des financements qui sont ponctuels et on va avoir un premier financement qui permet de faire un pilote, un deuxième financement qui permet d'évaluer plus largement, de faire la preuve du concept. Et après, là, il n'y a plus personne et on n'a pas de modèle économique. Et on va se heurter à la problématique aussi du timeline, que les timelines de l'innovation sociale sont généralement plus longs. On a un mismatch dans le temps avec le temps des mandats électoraux. Et on recommence un petit peu, parfois, à nouveau à zéro. Donc, je pense qu'il y a collectivement, dans cette réflexion, d'intégrer comment on peut engager les décideurs comme partie prenante dès le début de ces processus pour assurer qu'on n'ait pas, à la fin, un super projet, mais qui va rester là parce qu'on n'a pas trouvé le financement. Merci Béatrice, c'est sûr. Quelqu'un veut... Oui, je vous en prie. Oui, moi je rebondis fortement sur ce que dit Béatrice. Je pense que c'est vraiment un enjeu
majeur et qui demande beaucoup de réflexion dans le temps et dans la durée, parce que, comme le dit Béatrice, on est sur des échelles de temps qui sont différentes. Mais je suis convaincu que ces clés, ces outils de valorisation, nous pouvons les inventer, les piloter. C'était le but aussi de cette session ici, c'est de faire avancer cette réflexion, qui est une réflexion qui nous occupe beaucoup au Clara. On essaie de penser un petit peu les clés des systèmes comme ça. Je voudrais juste donner un certain nombre d'éclairages qui peuvent sembler un peu de la science-fiction à cette étape-ci. Mais je pense qu'il y a une énorme opportunité à travers le développement de la notion du One Health et la façon dont les collectivités et les pouvoirs publics s'emparent du One Health, et à travers ça aussi les acteurs du monde économique sont obligés de s'aligner sur ce type de position également. On peut très bien imaginer à terme des modèles de valorisation de données, de savoir, de connaissances, d'expertise, ou par exemple des acteurs de la transformation. Je pense l'aménagement du territoire, je pense les politiques de mobilité, je pense à toute une série de choses auront besoin de données en santé, d'informations en santé, d'analyses de terrain, d'études de terrain, pour pouvoir monter des projets, que ça fera vraiment partie des balises qu'ils devront mettre en place pour monter des projets, pour réaliser des actions qui, elles, sont des actions avec des coûts économiques, et devront passer par ces moyens-là. Sur des sujets beaucoup plus étroits et beaucoup plus petits que les nôtres, par exemple, j'avais eu l'occasion de discuter récemment avec les gens de Météo France, qui produisent évidemment de la donnée météorologique, d'observation sur le territoire, et qui valorisent de la donnée, par exemple, par rapport au BTP, à plein de gens qui ont besoin de leurs données pour savoir s'ils peuvent monter une grue à tel endroit et à tel moment. Ça peut sembler un exemple tout à fait basique, mais ça montre comment des données produites dans le champ de la connaissance, de l'analyse de terrain, etc., deviennent des données à valeur économique pour un certain nombre d'acteurs. Et on a des tas d'exemples de ce type-là. Et je pense que la réflexion que nous pouvons mener, c'est de voir si nous pouvons aussi produire des savoirs de ce type-là. Il y a un deuxième axe, moi, qui me semble très intéressant et qui va peut-être encore chercher une couche plus loin. C'est que dans la valorisation, il y a évidemment produire de la finance pour expression d'appropriation et aussi des messages de transformation de la société, si je puis dire. Donc ça, je suis désolé, c'est très théorique ce que je vous raconte, mais je pense que c'est l'avenir de ce que nous devons penser en termes de valorisation sociétale. Merci pour cette prise de hauteur, c'est tout à fait juste. Merci. Donc moi, je voudrais revenir sur la formation. En fait, la culture de la formation est très sectorisée en forme des professionnels, en forme des patients. Je pense que la logique dans la formation, et ça peut être un élément de valorisation, c'est de former les personnes ensemble. Je pense les patients et les chercheurs dans les projets de recherche, etc., dans l'éducation thérapeutique, faire participer des patients, mais en même temps que les professionnels de santé. Et je pense qu'il faut aller se développer de plus en plus vers une culture collaborative dans la formation et qui est vraiment un ensemble de personnes, mais pas sectorisé comme ça l'est encore maintenant. Oui, je vous donne la parole. Vous voulez prendre la parole? Bonjour, Aurore Numiec, chargée de mission santé à la région, justement. Je fais partie du service recherche et innovation et je me permets de faire la publicité d'un des dispositifs qui est pour le moment pérenne et qu'on va continuer à utiliser, qui pourrait peut-être permettre à certains des projets qu'on évoque ou qui sont à venir, de traverser la vallée de la mort, puisque de mon point de vue, en tout cas, si il existe des instruments de financement, au-delà de preuves de concept Clara, que la région finance avec d'autres collectivités que vous citiez au début. Il y a également le projet R&D Booster, qui est tout à fait ouvert à l'innovation dans les usages notamment. Nous aussi faisions le constat, on ne comprend pas pourquoi on ne voit pas de projet venir. On a donc, par exemple, dans le dernier appel à projet, précisé, on ne peut pas le faire clignoter, mais que l'innovation dans les usages est bien sûr bienvenue, attendue. En santé, effectivement, c'est quelque chose d'absolument primordial. Je trouve que vous l'avez extrêmement bien souligné. Et donc, j'ai envie de vous dire que, voyons l'année prochaine ou à la prochaine édition du Booster, s'il y en a un en fin d'année, en espérant vous voir toquer à notre porte, puisque, tout comme d'autres collectivités, non, on est tout à fait conscient que c'est nécessaire. Et voilà, les décideurs, en tout cas, sont avec vous. Après, il y a différents niveaux.
local, régional, national. Il ne faut pas oublier le niveau européen. Moi, je me suis notée, suite aux différents échanges de cette table ronde, à laquelle on nous avait proposé de participer, mais en fait, on est comme vous, un peu plus dans la... Mais comment se fait-ce ? Grâce à ce que vous venez d'initier lors de ce forum, je vous en remercie. Je pense que s'en suivront d'autres échanges avec les différentes parties prenantes, dont nous serons ravis de faire partie, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé le temps, là. Non, Julien, tu peux dire. Oui, on va devoir clore, mais ça me permet de rebondir. Alors, un petit point avant, il y a un truc de rassurant dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'innovation sociale, elle est déjà là, puisque vous avez dit la frontière, en fait, elle est poreuse, et qu'il y a plein d'acteurs, il y a plein de Monsieur Jourdain de l'innovation sociale, ils n'en ont pas conscience, mais s'ils ont une innovation en tech, ils font, qu'ils le veuillent ou non, de l'innovation sociale. Alors, est-ce qu'on ne peut pas retourner le problème et dire, comme elle est déjà là, il faut qu'il y ait des dispositifs comme PDC ou autres, mais là je regarde ma collègue In, parce que si vous répondez par positif, ça va lui retomber sur les épaules. Mais est-ce qu'il ne faut pas que ce type de dispositif éclaire la face cachée de la Lune et challenge les projets aussi sur leur dimension sociale, puisque qu'ils le veuillent ou non, ils devraient en avoir une. Et juste, avant de vous repasser la parole, et pour rebondir sur ce que dit Aurore et Béatrice, le CLARA va lancer un atelier sur l'innovation, alors là dans le champ de la prévention en particulier, sur les modèles économiques de la prévention. On avait fait le choix pour cette table ronde de dire on va plutôt s'orienter sur les parcours. Mais donc voilà, si vous voulez poursuivre la réflexion dans le champ de la prévention, le CLARA va lancer un atelier là-dessus. Mais peut-être que, et après je crois qu'il faudra aller retourner, il faudra passer au repas. Mais si vous voulez réagir peut-être sur mon premier commentaire, si... Moi, je voudrais faire un commentaire parce que ça va dans ce sens-là. Enfin, ce que je me dis depuis le début, quand je vous entends dire on n'a pas de projet, on n'a pas de projet, et pour le coup, en étant sur le terrain, on voit qu'il y en a des projets. Moi, j'ai jamais considéré, enfin nous, équipe bien avant Movinmed, on n'a jamais considéré qu'on faisait de l'innovation sociale. On a un vrai problème de définition. Et d'ailleurs, quand tu nous as dit donner la définition, on était là, attends, mais qu'est-ce qu'on dit, quoi ? Parce que, non, mais enfin, en tout cas, moi, je dis, qu'est-ce que je dis, quoi ? Parce que, enfin, je crois que c'est un des sujets, c'est qu'on ne sait pas qu'on fait de l'innovation sociale. Et alors après, avec le recul et au bout de 10 ans, je dis, ah bah oui, mais on a commencé par là, mais on a utilisé le produit, c'était la techno, mais dans les faits, on était inconscient, on ne savait pas qu'on faisait de l'innovation sociale. Et nous, ce qu'on voulait, c'était accompagner les patients, transformer les parcours. Enfin, c'était très basique. Enfin, je mets le curseur très bas pour éclairer les lanternes, mais c'était vraiment ça. Et je crois que vous avez ce problème-là de diffusion, de communication, de qu'est-ce que c'est l'innovation sociale. Et comme tu le disais très bien, il y en a des projets. Et si on les met en avant et en lumière, je pense que ça donnera à d'autres des idées pour se dire, bah, moi aussi, en fait, je fais ça. Et donc, je peux aussi postuler sur ces appels à projets. Je crois. Mais bien sûr. Ouais. Il y a une notion de communauté aussi, de faire équipe. Je sens qu'il y a quand même besoin, enfin, tu as lancé une communauté d'ailleurs sur les innovations, je te laisse prendre le micro, mais j'ai l'impression qu'il faut se serrer les coudes et être épaule contre épaule. Je pense que ça donne aussi cette impression et ce retour et ce feedback, mais tu es peut-être en train de faire de l'innovation sociale. Juste un point de commentaire, je pense qu'en effet, plus que clusteriser l'innovation sociale en santé, c'est plutôt de faire qu'aujourd'hui, les innovations en santé aient une dimension sociale. Et peut-être que c'est la grille de lecture. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Béatrice sur comment convaincre les décideurs de changer aussi le prisme d'une innovation, on va dire, fortement axée sur la technologie et qui est bien, mais c'est pas suffisant. Et donc la question, c'est sans doute plus de mettre une dose, enfin d'identifier les projets qui sont déjà dans cet espace-là, et peut-être de mettre une dose d'innovation sociale dans les projets de santé. Et puis sur la question du modèle économique, il faut faire aussi des pas de côté et aller voir ce qui se passe dans le champ des services. Aujourd'hui, on en pense qu'on en veut, mais des innovations, alors est-ce qu'on pourrait considérer ça comme des innovations sociales? Mais toutes les plateformes qui aujourd'hui permettent d'aller louer des choses, d'aller se déplacer de façon économique, enfin je vous rejoins dans la vision globale aussi de la situation, c'est des gens quand même qui ont trouvé des modèles économiques. Alors ils ne sont pas dans le champ de la santé,
santé, le champ de la santé, il est très codifié, réglementé, etc. Mais le raisonnement qui est uniquement porté par la technologie nous emmène vers des écueils. Et pourquoi pas porter un raisonnement sur les services. Et la santé, c'est avant tout ça, c'est des services. Donc, il y a comme une espèce de paradoxe dans la situation, c'est que quand on parle de santé, on va tout de suite vous parler en tout cas, vu du côté industriel, d'un produit, etc. Enfin, une techno, un dispositif médical, un médicament. Et en fait, les gens oublient, en tout cas ceux qui sont dans le processus de conception, qui sont en train de concevoir un nouveau service. Et donc, le fait, c'est qu'il y a un grand écart en permanence qui est fait. Et sans doute que c'est plutôt à trouver la bonne dose que peut-être de renforcer cette vision innovation sociale. Voilà, enfin, c'est juste. C'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Merci à vous tous d'être restés jusque-là. Merci de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ce sujet et merci encore. Au plaisir.